Très chers téléspectateurs, les amoureux de la science, ceux qui veulent bien connaître la science, la découverte, la recherche scientifique, ça fait pratiquement 13,8 milliards d'années depuis que le monde existe approximativement. Il y a des choses qui surpassent l'intelligence de l'homme. Il y a des choses qui dérangent l'homme. À travers votre émission, que vous avez tant, à travers cette émission, cet espace, nous vous donnons l'opportunité de pouvoir connaître ce qui a été avant l'expression séparation des eaux par les eaux. Nous recevons une fois de plus votre humble serviteur, le chercheur par excellence, l'homme qui a découvert un phénomène que nous avons pratiquement négligé depuis des décennies. Il nous donne l'explication. Il est le chercheur de la République démocratique du Congo, pays de son berceau, là où il a vu la création du monde par rapport à ses origines des naissances. Il s'appelle Flavien Panzou Mwaka. Très cher Flavien, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Belle journée, hein? Oui, oui. Une belle journée. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent aujourd'hui recevoir de vous comme élément qui pourra retracer encore leur bonheur pour aimer la science? Eh bien, jusque-là, je m'étais beaucoup plus focalisé pour expliquer le fonctionnement de l'univers, principalement de ce qu'on appelle de l'origine jusqu'au Big Bang. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous focaliser autour de la question des origines de l'univers. Parce que c'est ça qui est maintenant dans l'actualité scientifique. L'actualité scientifique, où est-ce que nous en sommes par rapport à l'actualité scientifique? Est-ce que les télescopes ont encore découvert quelque chose de spécial, de nouveau? Ou bien nous sommes toujours dans le on est toujours en train de vérifier ce que les télescopes nous ont dit sur le phénomène Big Bang? Jusque-là, disons que la NASA a dépensé plus de 10 milliards de dollars afin de construire des télescopes qu'on appelle James Webb, afin que ces télescopes puissent nous apporter des éléments qui vont encore confirmer les phénomènes Big Bang. Sauf que ces télescopes ne peuvent pas nous donner des réponses sur ce qui est de l'origine de l'univers. J'ai l'impression qu'on nous a toujours dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi ne pas prendre ces télescopes qui étaient plantés au niveau des États-Unis, les ramener au niveau peut-être de l'Afrique ou en Égypte ou bien en République démocratique du Congo, de les positionner, parce qu'on nous a toujours dit que le méridien de Greenwich passe, l'équateur passe par nous ici en République démocratique du Congo. Effectivement, quand on parle que l'Afrique est le berceau de l'humanité, on ne voit pas l'univers, mais on voit l'existence des hommes. Or, l'univers a été créé beaucoup plus avant, parce que
les hommes sont venus maintenant habiter après, ou ont apparu après. Donc, ce qui fait que la question des origines n'a rien à voir avec la question de l'humanité. C'est-à-dire que si le premier homme a été découvert en Afrique, c'est-à-dire que les origines aussi du monde peuvent être parties de l'Afrique. Non, non, les origines du monde sont parties de nulle part. Mais il doit y avoir un point de repère. Oui, effectivement, le point de repère, c'est effectivement le Big Bang. Sauf qu'aujourd'hui, étant donné que cet univers ne fait que devenir grand, alors on ne sait plus le point exact où se trouvait effectivement l'accès du départ. On ne le sait plus. C'est ainsi qu'aujourd'hui, on essaie un peu de lire ça à travers les images des télescopes. Mais jusque-là, on n'a pas encore la vraie réponse sur ce sujet. Si nous tâtonnons, pourquoi continuer avec tous les dépenses que les États, les plus grands États du monde mettent beaucoup de moyens au niveau de la NASA pour faire des recherches? S'il n'y a pas de progrès, il faut mieux laisser. Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas de progrès. Il y a effectivement de grands progrès. Sauf qu'il y a des mystères. Il y a encore beaucoup de choses qui sont encore mystérieuses pour nous. Afin de pouvoir effectivement répondre à la question. Voyez-vous? Donc, jusque-là, selon la science, l'univers a commencé, je vous ai dit, par un phénomène qu'on appelle le Big Bang. Okay. Or, le Big Bang, ce n'est pas le nom d'une chose. C'est un phénomène qui s'est manifesté dans l'univers primitif. Un phénomène naturel. Voilà. C'est un phénomène naturel qui s'est manifesté dans l'univers primitif. Okay. En fait, quand on dit que l'univers a commencé par le Big Bang, là, ce ne sont que des révisions que j'ai faites. Quand on dit que l'univers a commencé par le Big Bang, c'est-à-dire pour les savants, pour les astrophysiciens, au départ, l'univers était un petit point concentré. Et c'est ce point-là qui a connu une expansion fulgurante. Et c'est cette expansion-là qu'on a effectivement appelée Big Bang. Et ce point-là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons toutes les planètes et tous les continents et consorts. Mais pour découvrir effectivement l'axe où ce point était à l'origine, là, pour aujourd'hui, c'est encore un grand mystère. Est-ce que c'est une flèche qui a un point de départ? Nécessairement, cette flèche doit avoir aussi un point d'arrivée. Bon, quant à dire les points d'arrivée, là, en tout cas, il n'y a pas encore des réponses. Mais jusque-là, on se focalise beaucoup plus sur les points de départ. Dans l'autre épisode, vous nous avez parlé, il y aura, le Soleil est plus grand 80 fois plus que la Terre. C'est-à-dire que... Le Soleil, oui, voire même 1 million de fois. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'apogée qui pourra survenir peut-être dans les années qui viennent, les années futures. C'est ça qu'on appelle peut-être le déclin ou l'apogée. Oui, ce qui est là, c'est que la fin du Soleil, voilà, marquera la fin de l'humanité. C'est pourquoi je dis qu'il y a une flèche. Non, mais ça ne marquera pas la fin de l'univers. Parce que les autres astres vont toujours continuer à exister. Êtes-vous sûr? Mais oui, parce que le Soleil n'est qu'une étoile parmi toutes les étoiles que nous voyons au ciel. Non, non. D'ailleurs, elle fait partie des petites étoiles. Et donc, tous les étoiles que nous voyons dans le ciel sont plus grands que les soleils. Mais ça ne nous éclaire pas autant que le soleil. Oui, oui. Sauf qu'ils sont effectivement très très lointains. Pour arriver ne fût-ce qu'à atteindre une étoile, il nous faut peut-être
peut-être plus de 2 millions d'années. Des voyages. Des voyages. Par un engin à très grande vitesse. Voyez-vous? Donc, sont des boules auxquelles on ne peut pas atteindre. Ils se retrouvent effectivement très très loin. Et ils sont plus d'1 milliard dans le ciel. Chers téléspectateurs, je voudrais bien poser une question à messieurs Flavien. Oui. Pensez-vous un jour faire le voyage vers la planète Mars? Jusque-là, au niveau de la NASA, ou bien il y a des sociétés privées américaines qui sont en train d'étudier comment on peut amener les gens sur la planète Mars. Mais ce n'est pas encore effectif. Ce n'est pas encore effectif. Le seul endroit dans l'espace où les hommes étaient allés, c'était la Lune. Mais pour les autres planètes jusque-là, c'est encore à l'étude. En République démocratique du Congo, où en êtes-vous avec la science? En République démocratique du Congo? Oui. Je ne fais pas partie du ministère des recherches scientifiques. Alors, pour dire où nous en sommes avec la science, premièrement, nous n'avons pas de laboratoire d'expérimentation de grands phénomènes. Donc, je pourrais dire que nous sommes effectivement nés avec la science. Je vais vous faire un mémo. Un mémorandum de telle enseigne que vous pouvez présenter auprès des ministères appropriés pour qu'on puisse voir dans la mesure du possible comment vous financer et constituer une équipe pour faire des recherches. Non, là maintenant il faut avoir effectivement des gens qui ont étudié ces cours-là d'astrophysique. Or, ces cours-là ici, ça n'existe pas. Mais il y a les cours de physique ici à l'UPAN. Au niveau du campus, l'université de Kinshasa, il y a des cours de physique, mais ce sont des gens que vous pouvez vous constituer pour que vous puissiez voir dans la mesure du possible comment apporter un soubassement au niveau des sciences de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Effectivement, auparavant, il y avait un laboratoire nucléaire au niveau du campus. Même maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Or, ce sont de tels laboratoires où les gens peuvent effectivement se former et avoir aussi un jour des grands savants ici en RDC. Indignation face à tous ces problèmes. Pourquoi ne les faites-vous pas? Pourquoi on ne les fait pas? En principe, les questions liées à l'astrophysique, même dans beaucoup de pays de l'Europe, ce n'est pas tellement exploité. On a que quelques pays tels que la France. Au niveau de l'Europe, nous avons la France, la Suisse, je pourrais dire la Belgique aussi. Donc, c'est là où se concentrent en fait les budgets de plusieurs pays qui contribuent pour développer les recherches. C'est-à-dire que si ici, on avait aussi des chercheurs expérimentés, ils pouvaient aller dans ces laboratoires-là pour faire des recherches. Voyez-vous? Revenons un peu sur les origines de la création. Oui, pour ce qui est des origines de la création, là on peut repartir avec un exemple. Ici, nous avons un œuf. Entre cet œuf et la poule, qui a précédé l'autre? Bon, les questions, c'est nous qui les posons. Je ne suis pas habilité à pouvoir répondre à votre question, mais nous savons que pour qu'un œuf, pour que nous puissions avoir la poule, nous devons avoir l'œuf.
Mais avant que cet œuf ne vienne, c'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord la poule. C'est-à-dire la poule a été avant que nous puissions voir l'œuf. Non. Là, maintenant, moi, je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, que ce soit les grands savants biologiques, juste, ils n'ont pas encore trouvé des réponses. Et parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face. Donc c'est pour dire que la question des origines, c'est vraiment une question très très pertinente. Parce que une fois qu'on arrive au niveau des origines, on se pose toujours la question et qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc, quand aujourd'hui, on dit que l'univers a commencé par le Big Bang, là maintenant c'est comme si on est en train de dire que l'univers a commencé à travers un noyau. À travers un noyau. Maintenant... Mais ces graines-là, c'est un noyau. Oui, oui, c'est un noyau. Oui, maintenant là j'ai les noyaux d'une mangue. Oui. Donc, quand on dit que l'univers a commencé par le Big Bang, c'est comme si l'univers a commencé par un noyau. En fait, à l'intérieur de ce noyau, la mangue est minorée. C'est-à-dire tout ce qui adviendra de la mangue, ça se trouve à l'intérieur. Ça se trouve inscrit à l'intérieur. Effectivement. Donc, quand on dit que l'univers a commencé par un petit point qui a connu l'expansion, donc c'est à l'intérieur de ce petit point-là que tous les dessins, que tous les schémas de l'univers ont été minorés à l'intérieur. Et là, c'est moi qui le dis. Ce ne sont pas les savants. Là, c'est moi qui le dis. Donc, ben, par rapport à votre compétence de raisonnement, c'est déjà... Vous êtes un génie, là. Bon, ce que j'ai aussi à dire, hein, est que aujourd'hui, comme je vous ai dit, la recherche des origines de l'univers préoccupe les scientifiques. Même moi, je ne connaissais pas les origines de l'univers. Parce que on ne l'étudie nulle part. Ni à l'université, aucune part qu'on étudie les origines de l'univers. Quand moi j'ai étudié la cosmologie, là j'ai appris que l'univers avait commencé par le Big Bang. Sauf que les savants ont constaté qu'il y a des questions auxquelles ils n'arrivaient pas à répondre. Alors, maintenant, c'est par là que maintenant l'étude des origines, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant le Big Bang, est devenu très important. Mais jusque-là, il n'y a aucun savant. Ils ont émis des théories, mais il n'y a aucune théorie qui a satisfait la communauté scientifique. Alors, ce que moi j'ai fait, moi j'ai voulu seulement vérifier si la façon dont les savants expliquent l'univers est différente de la façon dont la Bible explique l'univers, en mettant un peu de côté les 6 jours de la création. Et là, j'ai été surpris tout d'abord de constater que les phénomènes Big Bang étaient à l'intérieur. Dans quel verset de la Bible? Donc, je ne l'avais pas étudié dans aucune université. C'est en ouvrant la Bible, en lisant, que j'ai découvert que les phénomènes Big Bang, ça s'est retrouvé à l'intérieur. Vous savez, il y a un phénomène que nous connaissons bien, nous, quand nous faisons nos recherches, c'est que nous appelons les fondamentalistes. Le fondamentaliste, c'est quelqu'un qui prend un verset dans un chapitre, il le développe sans connaître les origines, les temps, le moment par lesquels ces versets-là ont été écrits. Effectivement, moi, je suis un chercheur, je ne peux pas
raisonner comme les fondamentalistes. Parce que quand on raisonne comme les fondamentalistes, on devient comme un fanatique. Mais moi, je suis un chercheur et je fais mes recherches d'une façon objective. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je suis croyant que je vais directement appuyer les choses que je ne peux pas démontrer devant les scientifiques. Donc, je vous ai dit que quand j'ai ouvert la Bible pour voir comment il explique l'univers, ce qui m'a tout d'abord surpris, c'est le fait d'avoir découvert que le phénomène Big Bang était à l'intérieur. Explique-nous. Et là, c'est écrit dans Genèse 1, verset 6, la séparation des eaux d'avec les eaux. Okay. C'est-à-dire, quand on dit la séparation des eaux d'avec les eaux, tout d'abord, quand nous revenons dans les premiers versets bibliques, hein, on nous dit au commencement Dieu créa des cieux et la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu. Hein, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Okay. Voyez-vous, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire, au départ, il y avait quelque chose qui était uni. Voyez-vous? Un esprit, c'est quelque chose qui est en fait... On ne voit pas, une force. Une force, oui. Disons que les termes scientifiques actuellement, c'est l'énergie ou la force. Okay. Mais dans les temps, à 1500 ans avant Jésus-Christ, ces mots-là scientifiques n'existaient pas. Énergie et force, ça n'existait pas. D'où on désignait par esprit. Donc tous les mouvements auxquels on ne pouvait pas expliquer, on disait que esprit. Soit esprit de Dieu, soit esprit maléfique. Mais qui, en principe, n'était que des forces ou bien l'énergie. Voyez-vous. L'esprit qui nous anime à faire le Big Bang, ça s'est concrétisé, comme vous pouvez le dire là dans Genèse chapitre 1, verset 6. Oui. La séparation des eaux avec les eaux. Avec les eaux. Nous arrivons à un point, cette séparation-là, jadis, elle a de l'impact sur le corps humain ou il n'a pas de l'impact sur le corps humain? Effectivement, quand on étudie les origines, hein, c'est-à-dire que les astrophysiciens n'essayent pas seulement de voir à quand remontent les origines, mais ils essayent de découvrir ce qu'il y avait à l'origine. Alors, si on pouvait remonter ce qu'il y avait à l'origine jusqu'à nos jours, cela va beaucoup aider les biologistes à comprendre le fonctionnement des corps humains. Parce que tout est parti à partir de l'origine. Vous comprenez? Donc l'étude des origines, c'est presque l'étude des origines de toutes choses. Voilà. C'est ça. Donc c'est pour cela que c'est vraiment très important. Et que les Américains, les gouvernements mettent beaucoup de moyens aux savants pour qu'ils puissent arriver à remonter jusqu'aux origines de l'univers. Si nous avons du mal à pouvoir capitaliser nos recherches au niveau des télescopes, oui, mais on peut revoir par rapport à notre sol. Le sol aussi peut nous expliquer les origines de la création, de l'univers. Mais pourquoi vous ne le faites pas par rapport au sol ou par rapport à l'eau? Parce que même cette eau-là, c'est toujours dans cet esprit-là. Mais vous pensez toujours voir ce qui est au-delà. Pourquoi cet esprit, vous écartez notre hypothèse de faire des recherches? Pourquoi? Au départ, vous avez dit que l'origine de l'univers remonte il y a de cela 13,8 milliards d'années. Voilà. Or, la Terre, hein, lui,
La Terre s'est formée. Non, 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 non. N'a pas le même nombre d'années que la création de l'univers. Non, non. La Terre s'est formée 9 milliards d'années plus tard. Donc il y a cette déficit. Voilà, donc 9 milliards d'années plus tard. Plus donc, ou moins 5 milliards. Oui, oui. Donc on ne peut pas étudier les origines à partir de la Terre. Quand on étudie la Terre, c'est tout simplement pour comprendre depuis quand la Terre est apparue. Et tout ce que le télescope James Webb peut nous ramener comme image sont des choses qui ont été créées après le Big Bang. Mais pour ce qui est de l'avant Big Bang, jusque-là, j'ai été le seul à les découvrir à travers des écrits en provenance de l'Antiquité. Si j'étais un Américain ou bien un Français, aujourd'hui c'est toute l'actualité qui en parlerait. Non mais nous, à notre niveau, nous voulons faire cet effort considérable pour qu'on en parle de part et d'autre dans le monde entier. Mais nous sommes peut-être dans un contrée où la science ne dit absolument rien. Effectivement, pour qu'on en parle dans le monde entier, c'est pour cela que je demande, parce que je dis que moi, je suis le premier à faire cette découverte. Et vous écoutez les téléspectateurs. Oui, oui, mais pour que... Et vous voyez. Oui, mais pour que le monde entier en parle, je demande l'implication personnelle du président de la République. C'est-à-dire, si le président de la République pouvait s'impliquer autour de mes recherches, là, effectivement, notre découverte sera effectivement connue dans le monde entier. Et c'est par là qu'on saura que la RDC n'est pas tout simplement un pays où il n'y a que des histoires de la musique et des viols. On saura qu'il y a aussi des intellectuels en RDC. Parlons un peu de la République démocratique du Congo dont vous êtes originaire. On nous parle qu'il a un sous-sol riche. Pourquoi le Big Bang a fait en sorte que toute la matière première du monde se retrouve au moins dans son sous-sol? Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour qu'il soit bénéficiaire, qu'il soit majoritaire de son sous-sol? Qu'est-ce qui s'était réellement passé par rapport à l'origine? Parce que ce n'est pas d'emblée qu'elle se retrouve là, dans ce pays-là. Qu'est-ce qui s'était réellement passé pour que vous puissiez bénéficier de tout ça là? En principe, il y a tout d'abord notre position géographique. Okay. Nous sommes traversés par les deux tropiques. Okay. Nous sommes aussi traversés par l'équateur. À travers ces lignes-là, nous avons des grandes saisons. La saison sèche, oui, et la saison des pluies. Or, quand l'eau des pluies pénètre dans les sous-sols, il facilite ce qu'on appelle les molécules qui sont dans les sous-sols de pouvoir s'unir. Et quand ces molécules-là s'unissent, ça crée des éléments que nous avons. Tous ces matières premières que nous possédons là. Il y a toute une liste de plus de centaines de matières premières. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi, même les volcans que nous voyons. Vers l'est. Oui, vers l'est. Ça joue aussi un grand rôle. Parce que ça apporte, donc cette chaleur-là, qui se trouve dans les sous-sols, donc facilite aussi aux éléments de pouvoir arriver à se transformer. Voyez-vous. Donc là sont vraiment des phénomènes qui se déroulent à l'intérieur, qui fait qu'aujourd'hui nous avons un pays potentiellement riche. Parce que nous avons pratiquement tout, l'uranium, le mercure, le coltan, les diamants, le manganèse, le lithium, pratiquement tout ce que le monde en
a besoin, on peut le retrouver en République démocratique du Congo. Oui, effectivement, nous en avons, sauf qu'il n'y a pas assez de clients potentiels qui l'achètent. Ça, c'est notre cas qui nous reviendra peut-être dans nos prochaines éditions. Okay, nous parlons toujours de Big Band. Là, je vois le champ du modèle cosmologique universel. C'est encore quoi l'explication? Oui, en fait, comme je vous ai dit, les scientifiques, en découvrant le Big Bang, ils ont fait beaucoup de recherches, ils ont fait beaucoup d'expériences. Et toutes ces expériences-là, ils l'ont réuni, ils ont créé les modèles cosmologiques universels et standards. Les modèles standards. Là, c'est les modèles scientifiques qui est étudié par tous les scientifiques. Maintenant, moi, j'ai apporté quelque chose de plus. La sphère de lava Big Bang, qui n'est pas reconnue encore par les scientifiques. Et l'effet pour moi de prendre cette sphère avec la sphère de l'après Big Bang, j'en ai fait un modèle. Et c'est ça qui est le modèle cosmologique universel. Pourquoi universel? Parce que c'est un modèle que tout le monde lit au jour le jour, dans les chapitres 1er et 2e de la Genèse. Sauf que personne jusque-là n'a su effectivement l'expliquer. Cher Flavien, le modèle cosmologique universel que nous présentons aujourd'hui, ensemble avec vous, vous qui êtes le patron, l'initiateur, vous qui menez des recherches, êtes-vous sûr de pouvoir le démontrer face aux Américains, aux Français, aux Belges, aux gens qui ont beaucoup plus de moyens par rapport aux origines de l'univers? Oui, c'est-à-dire, tout d'abord, je voulais dire aux gens comment j'ai découvert les origines de l'univers. Parce que on ne l'enseigne nulle part. Alors, comme je disais au début, c'est-à-dire, moi j'ai voulu vérifier si effectivement la façon dont la Bible explique l'univers est différente de la science. Et c'est à travers la Bible, c'est par là que j'avais effectivement découvert que les phénomènes, je ne dis pas le Big Bang, mais les phénomènes du Big Bang est biblique. À travers les versets, la séparation des eaux d'avec les eaux. Et ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'est que ces phénomènes-là s'est déroulé le deuxième jour, c'est-à-dire à la seconde étape de la création. J'ai dit, oh, si cela s'est déroulé à la seconde étape de la création, c'est qu'il y a des choses qui se sont déroulées à la première étape. Et c'est par là maintenant, en réalisant, j'ai découvert une phrase qui a échappé à tout le monde. Et c'est cette phrase-là qui a fait qu'aujourd'hui, toutes les versions bibliques, sans exception, sont dans l'erreur. Toutes les versions bibliques. Toutes les versions bibliques. Même la Nouvelle Jérusalem. Même la Nouvelle Jérusalem. Même Tob. Même les mondes nouveaux des témoins de Jéhovah. Ils sont tous dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les deux premiers versets de la Genèse. Ou ils n'ont pas bien expliqué. Non, ils n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris? Les écrivains de la Bible. Non, pas les écrivains de la Bible, mais les traducteurs. Les traducteurs, ceux qui ont traduit. Ils n'ont pas bien compris. À travers ces versets-là bien, il est bien écrit. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Mais il y a là un petit mot, une petite phrase. On dit que la terre était informe et vide. Et dans la première Bible, traduite par eux-mêmes les Juifs, qu'on appelle Bible Septante, il est bien écrit,
la terre était invisible et vide. Donc, ce sont eux qui ont effectivement compris. Alors maintenant, quand les autres traducteurs sont arrivés, ils ont commencé à se poser des questions. Comment une terre peut-il être invisible et vide? Alors, ils ont commencé par mettre, voilà, plusieurs attributs. Par exemple, si nous disons la version Monde Nouveau, là c'est écrit, la terre était sans forme et désert. Oh, toute chose qu'on voit a une forme. Voyez-vous? Donc, quelque chose qu'on ne voit pas ne peut pas être qualifié de désert parce qu'il n'y a rien. Et lui, c'est bon. Les traducteurs ont menti. Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Quand on n'a il pas a compris, traduit avec erreur. Lui, il ne sait pas que il s'est dérouté. Voilà. Et quand on revient dans Louis II, lui aussi, il écrit la terre était informe et vide. Bon, je ne sais pas ce que lui, il attend par informé. Voyez-vous? Alors, quand on vient dans la Bible Jérusalem des catholiques, c'est écrit la terre était vide et vague. Pourquoi? On change de on monde, change de terre. Voilà. Pour savoir donner un sens, c'est-à-dire que là, ça pose problème au niveau de la Bible. Oui. Parce que quand on dit que quelque chose est invisible, je ne sais pas si dans votre enfance, vous avez regardé le film de l'homme invisible. Jean-Louis Renat, je crois là. Non, moi je demande tout simplement le film de l'homme invisible. C'est-à-dire, quand on dit que quelque chose est invisible, cela veut dire que quelque chose qui existe, mais qu'on ne voit pas. À l'œil nu. Voilà, qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc c'était ça l'état de l'univers au départ. Chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, le temps nous fait défaut et nous pensons que s'il y a des sponsors qui pourront financer cette émission pour que nous puissions aller ajouter de minutes, ça pourra toujours être utile. Chers étudiants, chers chercheurs de l'université partout dans le monde entier, nous sommes disposés, le chercheur est très disposé à faire de conférences, débats avec vous, à faire des séminaires avec vous, à faire des études scientifiques avec vous. Il suffit de les contacter à travers le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran pour que vous soyez en contact avec lui. S'il faudra résumer tout ce que nous venons de dire sur l'origine de la Terre aujourd'hui, parce que nous tendons lentement à chuter déjà vers la fin de notre épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à nos téléspectateurs? Non, l'origine de la Terre, hein, c'est bien écrit à travers la Bible, que quand il y a eu séparation des eaux avec les eaux, avec les eaux d'en bas, la Terre a émergé. C'est-à-dire, quand il y a eu le Big Bang, hein, le Big Bang a créé plusieurs astres. Et c'est l'un de ces astres-là qui est devenu effectivement notre Terre. Donc, voyez-vous que et la science et la Bible parlaient le même langage, mais chacun dans son contexte. Voilà. C'est-à-dire, si des savants découvrent une même chose, mais qu'ils ne se connaissent pas, chacun va devoir donner son nom. Mais quand on va malaxer leurs idées, on découvrira qu'ils ont découvert la même chose. Ça me fait rire en me disant que l'homme est scientifique, ne fait pas de jeûne et de prières pour voir ce qui est de l'au-delà. C'est-à-dire, dans le monde invisible, ils utilisent peut-être des télescopes pour avoir très loin. Mais l'homme spirituel, lui, il le voit à travers les songes. C'est-à-dire qu'ils sont des pères toujours. Parce qu'ils vont te voir, voilà, j'ai vu ceci, il m'a fait c'est un peu dans ces contextes-là que je pourrais me dire. Oui, c'est à peu près ça. Oui, bon, moi, je pourrais aussi confirmer ça. Sauf que l'explication de l'homme scientifique est trop percutant. Non, l'explication de l'homme scientifique et l'explication de
commun des mortels sont différents. Mais si on essaye de malaxer ça, on découvrirait qu'ils parlent presque, voilà, le même langage. Donc là, comme je vous ai dit que si la science aujourd'hui nous dit que l'univers a commencé à travers le Big Bang, il y a aujourd'hui un homme qui a découvert effectivement que l'univers n'avait pas commencé par le Big Bang, mais au début de l'univers, il n'y avait que le vide. Il n'y avait que le vide. Et le Big Bang est venu au cours des processus de l'évolution de l'univers. Notamment, ce processus s'est déroulé à travers les versets bibliques qui dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Et c'est toujours à travers ce processus-là qu'il y a eu maintenant émergence de la première lumière, auquel il est dit que la lumière soit et la lumière fut. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse découvrir effectivement que ce que j'ai dit est vrai, si on pouvait encore réétudier cette lumière-là, auquel il est écrit bibliquement que la lumière soit et la lumière fut. Parce que les savants ont photographié ça. Et comme ils ne savent pas que c'est biblique, ils ont donné un nom, les rayonnements fossiles. Okay. Et ça, c'est vraiment la photo de cette lumière qui a été photographiée par les savants. Mais au moins, après 13 milliards d'années, donc ça ne peut pas être une image identique de la création de l'univers. Non, c'est-à-dire que les savants ont découvert que cette lumière est réapparue 380 ans plus tard après le Big Bang. Okay. Ils ne savent pas d'où il vient. Alors, c'est bon. Donc encore une fois, dans le monde, c'est moi qui ai découvert l'origine de cette lumière. Dans le monde, j'ai dit. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés en terme de cette émission pour ce soir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous les suivez. En tout cas, M. Flavien est très disponible et très disposé à pouvoir vous rencontrer afin que vous puissiez faire des échanges. Raison pour laquelle nous faisons appel aux étudiants de toutes les universités du monde. Il suffit de nous contacter et vous serez là face à M. Flavien qui va échanger avec vous pour les différentes créations de la nature. La nature a existé, la nature existera et la nature continue à exister. Cet univers est tellement grandiose que nous ne saurons pas finir tout aujourd'hui. Nous pensons nous retrouver à la prochaine émission car votre fidélité nous honore. Portez-vous bien là où vous êtes. Et pour Chité, je crois que vous avez un petit mot que vous pouvez glisser là. Oui, là je reviens jusque là. Vous avez dit que s'il y a des gens qui pouvaient sponsoriser l'émission, afin qu'on puisse avoir beaucoup plus de minutes. Là, je vais dire, notamment à nos dirigeants qui nous suivent, qu'il y a des organismes, qu'il y a des organismes qui financent de telles émissions. Moi aussi, j'ai fait la demande. Mais j'étais des seuls africains. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a balayé. Voilà. J'ai été balayé parce qu'il ne croit pas qu'un Africain peut apporter quelque chose sur le plan intellectuel dans le monde. Chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, nous voici arrivés au terme de cette émission d'aujourd'hui. Je sais que cette émission vous a plu. Vous qui êtes partout dans le monde entier en train de nous suivre, au Burkina Faso, au Cameroun, aux États-Unis d'Amérique, au Japon, à Haïti, partout dans le monde entier, cette émission, je crois qu'elle vous intéresse. Mais nous voulons vraiment étendre cette émission, aller encore beaucoup plus loin. Si, d'une manière que vous pourrez voir dans la mesure du possible comment soutenir cette émission pour aller de l'avant, vraiment ça nous sera très utile.
Parce que cette émission demande que nous puissions faire des descentes sur terrain. Elle demande vraiment que nous puissions aller de part et d'autre dans le monde entier pour voir ce qui se passe réellement sur les origines de la Terre. Le message est lancé. On se retrouve juste au prochain numéro. Portez-vous bien car votre fidélité nous honore. Ciao.